Bonjour à tous. Merci d'être présents sur la scène de la Forge. Ils ont pris le mec le moins à l'aise pour vous parler là, comme ça il aura l'air plus à l'aise après. On va parler de refactoring à travers un outil, et ce que je lis, je vais le dire en anglais, OpenRewrite, Refactor as Code. Et c'est Jérôme qui va vous expliquer tout ça. Jérôme, c'est à toi. Super. Eh bien, bonjour. Bienvenue à ce slot de lancement de ces 2 jours de DevQuest. Ça a déjà été dit en introduction, merci aux sponsors, parce qu'en fait, c'est de plus en plus difficile pour les confs, donc c'est chouette. Et merci à vous d'être là. Et me concernant spécifiquement, merci au DevQuest de me permettre ma première apparition sur Twitch. Mes enfants vont être ravis, eux qui me traitent de vieux et qui me passent leur temps à dire « Pourquoi tu streames pas ?» Ben voilà, c'est fait. Bon voilà, je me suis un peu moqué de l'accent, vous allez voir, le mien est absolument merveilleux. Et en effet, on est là pour parler d'OpenRewrite. Je vais me présenter un peu après, mais d'abord, moi j'ai besoin un petit peu de savoir qui est dans la salle. Donc on va se faire une petite mise en situation. Soit vous récupérez un projet qui a été développé par une autre équipe, soit, et on va pas se mentir, c'est la même chose, ça fait 1 an que vous êtes sur un projet à produire du code, et puis vous levez le nez, et puis vous décidez de prendre un petit peu de recul. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie, j'imagine, à peu près. Et vous voyez ça. Il y a tout, parfois un peu trop, certainement pas au bon endroit, mais surtout au début, quand vous avez dessiné, votre solution, c'est sûr, c'était pas prévu comme ça. Et dans l'assemblée, je suis sûr qu'il n'y a que des gens très bien. Donc forcément, vous n'allez pas laisser la situation comme ça, puis vous allez faire un petit peu une séance de réécriture de code, de refactoring. Okay, et donc on va faire un main levée pour savoir qui s'y prend comment. Okay, vous n'hésitez pas, levez la main. En plus, les caméras ne sont pas sur vous, donc personne ne saura ce que vous avez voté. Cherchez et remplacer. OK. Un peu efficace, un peu limité quand même. Regexp. Il y en a toujours 1 ou 2, et ceux-là, c'est les reals. Par rapport au talk qu'on vient de voir, c'est ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'IA avant, quoi. Eux, ils ont besoin de... Clic droit, refactor. Ceux qui n'ont pas levé la main, je ne vous crois pas, je vous le dis direct. LLM, RAG. Non! Il vous l'a dit, ne perdez pas votre connaissance. Alors si, peut-être quand même vous pourrez faire du refactoring avec des LLM, mais intelligemment, et voir des solutions comme celles que je vais vous présenter, elles pourront vous aider à le faire un peu plus intelligemment. Mais on en parlera après, ce n'est pas le sujet du temps qui nous arrive. Je n'ai pas lancé le timer, c'est génial. Alors, je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, ça dépend un peu des missions, ça dépend un peu du moment. Ici, je vais être votre professeur de réécriture pour rester dans le thème du DevQuest. Je suis désolé, moi, j'étais pas un joueur de donjons, j'étais plutôt Star Wars. J'aurais pu faire de vous des Jedi, mais on va dire des sorciers. Je bosse chez OnePoint, on est une boîte de consulting en informatique et on traite à peu près tous les métiers du dev. Accessibilité, UX, UI, design, archi, sécurité, enfin bref. On sait tout faire, on est géniaux. Et je bosse à Bordeaux. Et puis, pour la seule partie qui est intéressante en vrai pour vous, vous pouvez me trouver sur GitHub avec le handle @jitama, et je ressemble à ce petit Brutus. Parfois, je fais peur aux gens, mais en vrai, je ne suis pas vraiment méchant. Disons que je parle fort. Je vous l'ai dit, on va avoir un petit peu de temps, et l'idée, c'est que à la fin de cette séance, vous soyez des magiciens de la réécriture de code. Alors c'est parti, on va parler d'OpenRewrite. Et OpenRewrite, qu'est-ce que c'est? C'est un framework de réécriture de code qui a été fait par Modern. En vrai, ça sort de Netflix, tout ça.
Et en fait, la promesse d'Open Rewrite, c'est de vous créer un moyen de faire des refactorings qui soient reproductibles, qui soient testables, qui soient prédictibles. Ça, c'est pour les gens qui utilisent de l'IA pour faire du refacto. Distribuable, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que c'est le mot le plus moche de la liste. C'est écrit en Java. Il y a un cœur qui est open source. Enfin, c'est écrit en Java pour le gros. Hein. Il y a un cœur qui est open source, et au début, l'idée, c'était bel et bien de traiter du Java. Donc, ça sait traiter un certain nombre de langages, Java, Kotlin, un certain nombre de formats de configuration, JSON, YAML, Properties, les plus gros systèmes de build, Gradle, Maven, important quand on fait un refactoring complet. Et puis, au-dessus de cette partie-là, qui est open source, il y a un certain nombre de choses qui gravitent, qui sont open source dans le sens où vous avez accédé aux sources, mais qui ne sont pas pour autant en licence libre. Okay, mais vous pouvez les utiliser sans payer, donc ça, je vais en parler aussi. Et encore au-dessus de ça, il y a ce qu'a fait Modern, et ça, c'est la partie où il faut sortir la carte. Et là, moi, j'en parlerai pas. Donc, tout ce dont je vais vous parler ici, c'est utilisable sans sortir la carte. S'il y a des gens qui veulent vraiment sortir la carte, venez, on discute après, avec plaisir. OK. OK. On va essayer de regarder quels sont les deux grands concepts qui sont mis en œuvre par Open Rewrite pour pouvoir faire ces massifications de réécriture de code. Le premier, c'est le concept de recipe. Je les ai mis en anglais, mais c'est parce que c'est le nom des classes, donc c'est pas de ma faute. De recettes. S'il y a des gens qui ont déjà fait de l'infrastructure as code, ou aujourd'hui Ansible, vous avez dû croiser Cookbook, par exemple. Voilà, c'est exactement la même chose. La recette, c'est ce qui va vous permettre de décrire votre refactoring. C'est ce qui va être exécuté dans le cadre du refactoring. C'est ce qui vous permet d'accéder au code et éventuellement de le modifier. Okay, mais ce n'est pas obligatoire de modifier du code. D'accord ? Ça peut être tout petit. Je ne sais pas, moi, changer un nom de méthode. Mais en fait, via de la composition, une recette peut avoir une liste d'enfants. Chacun de ces enfants peut avoir une liste d'enfants, et comme ça, par composition, on peut arriver à faire des refactorings absolument monstrueux en termes de quantité de code qui a été touché. Okay, c'est le premier concept. On va le creuser après, pas d'inquiétude. Le deuxième concept, c'est le concept de lossless syntax tree. Alors normalement, dans la salle ici, vous avez plutôt entendu parler d'AST, les Abstract Syntax Tree. Et au cas où, si vous n'en avez pas entendu parler non plus, la plupart des outils qui utilisent ce que nous, on code, se moquent de votre texte. Ils représentent votre code sous la forme d'arbres de syntaxe. D'accord ? Donc, comment on pourrait décrire un arbre de syntaxe sur un bout de code Java ? On pourrait dire qu'on va avoir tout en haut un nœud déclaration de méthode, et puis un deuxième nœud modifier public, et puis un troisième nœud, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, on a des feuilles, et on a un arbre qui se dessine et qui permet de décrire ce que fait votre code au point de vue sémantique. C'est hyper important. Open Rewrite ne travaillera jamais au niveau textuel. Vous travaillez au niveau sémantique. Et c'est quoi lossless par rapport à abstract ? C'est que dans un AST, vos commentaires, votre formatage, tout ça, en fait, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Pour compiler du code, le commentaire, c'est pas intéressant. Par contre, si vous faites un refactoring massif et qu'à la fin de votre refactoring, vous avez fait sauter tous les commentaires et tout le formatage, théoriquement, votre équipe, elle ne va pas vous kiffer. Il est possible que ce soit votre dernière action sur le dépôt de l'équipe. Okay ? Donc, en l'occurrence, on va les conserver pour pouvoir utiliser avec. On creuse un petit peu et on va regarder l'anatomie d'une recette, et non pas d'un escargot. Je vous montre du code, ce n'est pas le vrai code. D'abord parce que ça ne rentrerait pas sur les slides, et qu'en plus, on n'a pas besoin d'aller regarder les détails du vrai code, mais en fait, c'est suffisamment proche de la vérité pour que ce soit OK. Quand on code une recette, en fait, c'est juste une classe Java. Je vous ai dit que c'était écrit en Java, Open Rewrite. Donc, on a deux méthodes abstraites qui sont le displayName et la description, et qui sont vraiment juste des métadonnées quand on va les exécuter pour qu'il y ait un affichage à peu près correct.
Une recette, elle peut retourner une liste de tags qui vont permettre de catégoriser ce sur quoi elle travaille. Moi, je suis en train de travailler sur des dépendances Maven. Moi, je suis en train de travailler sur du Java et du test, ou de l'injection de dépendances. Vous voyez le truc. Une recette peut ou pas avoir une liste de recettes filles. C'est la composition dont je vous ai parlé. Et une recette peut éventuellement renvoyer un visiteur. Alors, moi, je suis un peu comme vous, à chaque fois qu'on me parle du pattern visiteur, si vous êtes comme moi, en tout cas, quand on vous parle du pattern visiteur, vous faites genre ça va être difficile, ça va être compliqué. Ça va pas être compliqué, ça va pas être difficile, il faut un peu changer la façon dont on pense. Mais en fait, le pattern visiteur, là où il a sa force la plus grande, c'est quand on veut parcourir un arbre et permettre aux gens d'ajouter des comportements. Et quand on parle de refactoring et qu'on parle de modifier du code qui est un arbre et qu'on veut permettre aux gens d'ajouter du comportement, le pattern visiteur, il est super. On va le voir beaucoup, vous allez voir, il n'y a pas tant de choses il n'y a pas tant de difficultés que ça. Et une recette, elle peut aussi renvoyer des data tables, c'est-à-dire en bon français des tables de données, au cas où il pourrait y avoir autre chose que de la donnée en informatique, qui vont vous permettre de donner des informations à l'utilisateur et éventuellement lui dire un peu ce que vous avez fait. Donc ça pourrait être par exemple, moi je suis passé sur ton code et j'ai compté n invocations de systemout.println, ou moi j'ai trouvé que dans cette classe, cette classe, cette classe et cette classe, il y avait ce pattern-là. Bon voilà. Et ça génère un gros CSV pour que vos utilisateurs des refactoring, non seulement ils aient eu leur code qui a été modifié ou pas, encore une fois, et en plus, ils aient des insights. Okay, un des use cases déjà vus, c'est un client qui se posait la question de est-ce que ça va me coûter cher et est-ce que ça vaut le coup de passer à un framework de log. Donc on a compté les system out, comme ça on a eu la preuve qu'il y en avait beaucoup trop, et on a pu lui dire ça vaut le coup, on n'avait pas besoin, mais là on avait une preuve. Okay, donc ça, c'est ça que ça ressemble à une recette, c'est assez simple. Vous en êtes à ce niveau-là, c'est pas ouf, ça va certainement générer une inondation, mais on a les bases et on peut commencer à creuser. Alors ok, je fais une recette et il faut maintenant que je sache comment je vais aller exécuter une recette sur mon code, parce que c'est pas tout d'écrire, il faut faire les choses pour de vrai. Il y a plein de façons de faire les choses. On peut utiliser Maven et Gradle, puisque c'est quand même les deux outils de base quand on fait du Java. On peut aussi utiliser la CLI de Modern, mais elle est payante. On peut faire pas mal de choses. Moi, je vous en montre une. Restez pas collés à celle que je vous montre. En fait, allez lire la doc. Après, vous verrez, il y a plein d'autres façons de faire. Alors, dans l'exemple que je vous donne, j'utilise juste la CLI de Maven. Je vais lui dire que je veux utiliser le plugin. Oh, il ne faut pas que j'utilise ma souris. C'est bon. Le plugin org open rewrite maven .rewrite maven plugin .run. Ok. Mauvaise pratique, je ne lui ai pas donné la version du plugin. On va dire que c'est pas grave. Deuxièmement, je vais lui dire, ok, la recette que je veux exécuter, où est-ce qu'elle se trouve? C'est écrit en Java, c'est donc distribué dans des jars. Et donc là, vous allez retrouver un gav, groupe artifact version, en disant toujours org open rewrite recipe, rewrite testing framework. La version, c'est release. Pour les petits curieux, si vous ne l'avez pas déjà croisé, release, c'est l'équivalent de les tests. Ok, je l'ai dit pour le plugin. En fait, il ne faut pas l'utiliser, ça, hein, c'est une très mauvaise idée. Fixez vos dépendances. Et puis, si on a une nouvelle qui sort, bumpez-les. Voilà, je l'ai appris à mon corps défendant, puisque hier, en rejoignant cette conférence, à 11h30, je me suis rendu compte que Release avait pété toutes les démos. Mais c'est pas grave, on les a réparées depuis. Faites pas ça. Et puis ensuite, vous avez la recette que vous voulez activer. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai décidé de faire une migration de JUnit 4 vers JUnit 5. Ok. Je vous ferai remarquer que c'est coordinates et recipes, parce que c'est des pluriels et que donc vous pouvez donner plusieurs jars et plusieurs recettes à exécuter d'un coup. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà fait des migrations de JUnit 4 vers JUnit 5 à la main, à main levée? Ok.
Eh bien, let's go, on va tester. Alors, je me suis fait un petit projet, ok, que pas une to-do list, c'est une petite app développée avec Quarkus, avec un peu de REST, un peu de ORM, ce genre de trucs, et un peu de tests qui utilisent Unit 4. Et mon boss est venu me voir en me disant « Bon, j'ai Unit 4, obsolescence technique, il faut qu'on s'en sépare, il faut qu'on fasse la montée de version, j'ai fait comme vous. » Je lui ai dit « Pas de problème, il y en a pour 3 semaines. » Voyons ce que ça va donner. Donc j'exécute le bout de code. Oui. Est-ce que c'est assez gros? Au fond? Ouais. Ok, parce que pour moi c'est très très gros, mais je suis juste devant. Donc j'exécute, il scanne le col, il compile, parce que comme je vous ai dit, il travaille sur non pas votre texte, mais sur l'arbre de syntaxe. Et donc pour avoir un arbre de syntaxe, il faut le compiler, il faut être sûr que ça marche bien. Il me dit qu'il a fait pas mal de choses, il a été modifié des classes et tout ça. Bon, ok, super. Donc ça, on s'en fout, mais on va aller regarder ce qu'il a fait concrètement. D'accord ? Donc d'abord, première différence, ici, vous voyez qu'il m'a supprimé une dépendance à JUnit 4. Il n'a pas réinjecté une dépendance à JUnit 5, parce que comme mon application dépend de Quarkus, et que Quarkus tire JUnit 5, il a vu qu'il n'y avait pas besoin de la rajouter dans le POM, donc il ne l'a pas rajoutée. Il a fait évidemment les migrations de Mockito vers Mockito, JUnit, Jupyter et tout ça. Bon, ça c'est la partie facile quand on fait une migration, bumper des bouts de version dans un POM, on sait tous faire, même si on voit qu'il l'a fait quand même un peu intelligemment. Okay, et ensuite, il a été modifié le code. Donc, pareil, il a modifié des imports, vous l'avez tous déjà fait. CTRL F, CTRL R, chercher à remplacer, ça marche bien, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile, mais quand même, avant, en JUnit 4, on faisait du run with. En JUnit 5, on fait du extend with. Donc ça, il l'a vu. Et puis, on est passé du coup du Mockito JUnit Runner à la Mockito extension. Là où il est un peu plus malin que ce qu'on fait d'habitude basiquement, c'est qu'en fait, quand on a migré de version de Mockito, dans les versions anciennes de Mockito, quand on faisait des mocks qui avaient un peu pas trop de sens, Mockito, il disait « Ok, c'est toi qui sais, pas de problème ». Et tout d'un coup, on bump Mockito, sa version, et là, il y a tout qui saute, parce qu'en fait, il est passé hyper strict et il dit « Non, non, ton mock, il rime à rien ». Et donc là, en l'occurrence, il l'a vu, il dit « Ok, c'est bon, en fait, je sais que tu as modifié ton comportement entre les versions de Mockito, mais quand même, calmos, on est en train de faire la migration. Donc tu commences en disant « Écoute, je veux que tu sois pas trop strict, préviens-moi, je ferai les modifications, et tout ira bien. » Before devient before each, ça c'est facile. Là, à base de regexp, on pourrait y arriver, mais vous voyez que les assertions, elles ont changé de sens. Chercher à remplacer, ça commence à être plus compliqué à ce niveau-là. Hein. Donc là, c'est les durs, les vrais, regexp qui y arrivent. Et là, on commence à voir la vraie force du truc. JUnit 4, quand on veut faire sauter des exceptions et valider qu'elles ont bien sauté, on fait un test, @test, et on lui dit « Ah, au fait, je m'attends à ce que tu fasses sauter cette exception-là. » Et puis on fait le taf. Et en JUnit 5, on vire cette expect-là, et on va créer une lambda dans laquelle on va lui dire « Je m'attends à ce que tu jettes cette exception, la même, hein, on la retrouve, hein, quand tu exécutes ce bout de code-là. » Donc là, en fait, il a été capable de récupérer le bloc de code, de le mettre à l'intérieur du lambda, de rajouter le assert throws. Et alors là, pour le coup, ça devient vraiment compliqué, hein, parce qu'il a fallu regarder le expect qui était ici, le catcher, faire un deuxième groupe. Bon, c'est hyper relou. Bon, mes tests à moi, là, ils sont assez simples, mais si vous avez des tests paramétrés, ça marche. Si vous avez du ARM-Crest, il fait la migration et tout ça. OK ? Donc vous et moi, dans cette salle, on est au courant que j'ai gagné environ 2 semaines, 4 jours et une demi-journée à me croiser les doigts de pied, puisque j'ai dit à mon boss que ça durerait 3 semaines. Pour moi, si vous sortez de cette conférence sans plus jamais faire une migration JUnit à la main, on est tous un peu plus intelligents qu'en rentrant ce matin, et le taf, il est déjà fait. Ceci dit, ça ne fait pas encore de vous des vrais sorciers.
Donc, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est, je vous ai montré la migration, là, j'ai une 4, j'ai une 5, c'est cool, mais elle sort d'où cette migration? Comment je la trouve? Tu m'as parlé de migration qui changeait une méthode, et puis là, on a fait un truc absolument énorme. Ouais. En fait, la force d'Open Rewrite, c'est pas tellement d'avoir un cœur qui sait manipuler du Java, du Maven, du JSON, c'est d'arriver avec un catalogue de migration déjà existant. Quand j'ai commencé à donner cette conf, c'était 700, et on est au-delà des 1000. Okay, et donc, en fait, un réflexe à avoir, c'est, tiens, je veux faire un truc que certains ont déjà fait avant moi, une migration de Java, une migration de Spring, je veux me séparer de JodaTime. Bon, voilà, ce genre de truc. Bah, en fait, réflexe, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que je vais encore pouvoir gagner des mois à me la couler douce? Donc pour ça, il y a un catalogue qui est juste disponible, hein, avec toutes les recettes d'Open Rewrite. Il y a d'autres boîtes qui font également des recettes. Je sais que Amazon en a fait. Je sais que, anciennement Red Hat, maintenant Hibernate, ont fait des recettes également pour migrer leur propre framework. Okay, et donc là, vous retrouvez ici tout le catalogue. Et puis là, en fait, vous retrouvez grosso merdo ce qu'il y avait avant la catégorisation, en fait. Donc, est-ce que je fais du COBOL? Oui, il y a des gens qui font du COBOL. Est-ce que je fais du Cucumber, du Docker, blablabla. Et moi, j'ai choisi de vous montrer la description de la migration que je viens d'exécuter devant vos yeux ébahis. Même si c'est... Moi, je m'attendais quand même un peu à des cris et des applaudissements, mais OK. On retrouve la description. Ça, c'est le nom de la migration. C'est celle que vous allez devoir activer quand vous allez lancer le plugin. Les tags, JUnit, testing, vous avez accès aux sources, vous avez accès à la licence, ça c'est important, ça vous permet de ne pas faire n'importe quoi. Et oui, le monde de l'open source est merveilleux, mais en fait, il faut gagner de l'argent, donc il y a des trucs qui deviennent payants. En l'occurrence, celle-là, elle est available. Modern Source Available License, ça veut dire que j'ai le droit de l'utiliser dans mon contexte, même à but commercial, juste, j'ai pas le droit d'aller voir un client et lui dire, gars, je vais te faire ta migration, ça va durer 3 semaines. Je le fais, ça dure 15 minutes, je lui fais payer. Ça, j'ai pas le droit. Okay, donc sachez-le, faites pas de bêtises. Et puis j'ai la définition de ce qu'elle fait la migration. Ça veut dire quoi faire une migration? Donc ça veut dire exécuter cette recette, cette recette, cette recette, cette recette. Bon, ok. Migrer JUnit, en fait, c'est pas juste changer trois bouts de version quelque part. Et puis du coup, je peux naviguer. Donc là, j'ai use Mockito JUnit. Donc c'est le truc que je vous ai montré. Et ben là, encore une fois, j'ai des recettes filles, des recettes filles, des recettes filles. Okay, donc si vous voulez savoir exactement ce qui se passe très précisément quand vous exécutez quelque chose, c'est là. Évidemment, le site il est indexé, donc dites ce que vous voulez faire, et puis ça devrait fonctionner. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a des exemples de ce qui va se passer quand vous allez exécuter la recette, mais aussi ce que je vous ai montré là, il y a 2 secondes. En fait, ne le réinventez pas systématiquement, parce que toutes les commandes, est-ce que vous voulez faire du Gradle init script, Kotlin, Maven, POM? En fait, tout est là, copier, coller, on y va, on essaye. On ne fait pas aveuglement confiance, on exécute une recette, et puis ensuite on teste. En l'occurrence, dans le cadre du JUnit, on lance les tests, ou on lance l'application et tout ça. Mais vous verrez que, par exemple, si vous voulez faire une migration de Java 8 à Java 25, ne le faites pas à la main, c'est possible. Et quand on dit on fait une migration vers Java 25, on ne veut pas dire on a monté dans le POM la version de la JRE, on veut dire on essaye d'adopter ce qu'il y a de nouveau dans la syntaxe. Spoiler, je fais une conf demain là-dessus. Donc, ouais, en fait, réflexe. Si on vous demande de gérer de l'obsolescence technique, allez regarder ce catalogue, il y a de bonnes chances pour qu'il y ait déjà quelqu'un qui l'ait fait. Ouais, mais Jérôme, moi je travaille dans un environnement d'entreprise, on a des frameworks d'entreprise, il faut que je puisse faire des choses pour moi-même. Et ton catalogue, il est mignon, mais c'est un peu court. C'est vrai, c'est un peu court. Mais on va pouvoir faire mieux. Là déjà, ça commence à être suffisamment puissant, moi je trouve. Hein. Mais on va pouvoir faire mieux. Et pour vous montrer l'exemple de comment on va pouvoir faire mieux, je refais un autre cas d'usage. On va dire que quand j'étais plus jeune, j'ai écrit une librairie, que je trouvais ça très intelligent d'écrire une librairie, et que je l'ai répandue partout dans mon entreprise. Et qu'avec un peu de recul, c'est le monsieur patate, là, je me dis non, c'est un peu toxique en fait. Si j'avais réfléchi 2 secondes, j'aurais jamais fait ça.
Et il va falloir se débarrasser de cette librairie. Okay, et donc tout ce qu'on va voir dans le reste de la conférence, c'est comment on fait pour se débarrasser de cette librairie. Le premier moyen de customiser vraiment concrètement du code avec OpenRewrite, c'est d'utiliser des declarative recipes ou des recettes déclaratives. Je vais à nouveau vous poser une question. Dans les gens ici qui font de l'infrastructure as code, enfin moi j'ai trouvé que quand on fait de l'infrastructure as code, on ne fait pas vraiment du code. On fait quoi quand on fait de l'infrastructure as code? Du paramétrage, pas mal, mais avec quel langage? On fait quoi quand on fait de l'infra as code généralement? Généralement on fait du YAML, en fait. On ne fait pas du code, à part si on fait du Pulumi, mais quand on fait du cube, on fait du YAML, quand on fait du YAML. Bon, et bien les déclaratives, recipes, c'est du YAML, parce que c'est du as code. Et d'ailleurs, vous avez ressemblé, ça ressemble vachement à un manifeste Kubernetes. Dans une recette déclarative, en fait, ce qu'on va trouver, c'est un formalisme textuel qui nous permet de customiser, de faire de la composition, de paramétrer des recettes, puisque les recettes sont paramétrables, sans jamais écrire la moindre ligne de code. Donc ici, j'ai mon nom, Redis-Dead, j'ai super, le display name, la description, les tags. Alors, je m'arrête 2 secondes. À chaque fois que je vais faire des démos, on ne reviendra jamais sur quelque chose qu'on a déjà vu. Et du coup, levez la main si ça ne marche pas. Okay, et par ailleurs, tout ce que je vous montre, je vous donnerai accès aux sources à la fin. Donc, s'il vous manque une virgule ou un truc, c'est juste pas grave. Je vous donnerai le dépôt GitHub et vous pourrez le forker et faire ce que vous voulez avec. J'ai une liste de recettes. Il y en a 2, je m'arrête 2 secondes dessus. La première, c'est une recette qui travaille sur du Maven. Okay, et je lui dis de supprimer la dépendance, je lui donne le groupe ID, l'artifact ID, et c'est tout. Ce qui est intéressant, j'y reviens, je vais être un peu lourdingue avec ça, c'est que je ne lui ai pas dit, va chercher dans mon XML ces balises-là. Okay, je lui ai dit, supprime cette dépendance. Et c'est sémantique, c'est à lui de se débrouiller pour la trouver et de la supprimer dans le POM. Si on a mis un commentaire au milieu de notre XML, on s'en fout, en fait, c'est pas mon problème. Moi, je veux supprimer cette dépendance parce que c'était une très mauvaise idée d'avoir fait cette librairie. L'autre qui est intéressante, c'est Remove Unused Properties. Okay, donc là, je vais lui dire, certainement que les gens qui ont utilisé ma librairie, ils ont fait une propriété dans le descripteur Maven avec le numéro de version. Ça se fait bien, mais du coup, certainement qu'il n'y en a plus besoin. Okay, mais si pour une raison ou une autre, en fait, la propriété, elle est utilisée ailleurs, je ne vois pas bien pourquoi, mais on ne sait jamais, on ne fait pas de mal. Et donc, là, on a une connaissance supplémentaire. Ce n'est pas enlever une ligne dans un POM, c'est l'enlever si elle n'est pas utilisée. Bon, par contre, le pattern, lui, c'est une vraie regexp au sens classique. Et donc là, je lui dis que je veux enlever les propriétés qui ressembleraient à toxic version. Okay, et puis ensuite, on fait de la composition. Et donc, dans mon YAML, j'ai une autre recette qui s'appelle ça va couper chérie. Qui a le display name, blablabla, okay, et qui a une précondition. Alors, une précondition, c'est nouveau, on ne l'avait pas vu avant. Ça permet de dire ne parcours pas l'intégralité de l'arbre d'une ressource en particulier pour essayer d'exécuter une recette si on sait par avance que ça ne sert à rien. Okay, et donc là, je lui dis, si tu tombes sur une ressource qui utilise le type foo_bar_utils, alors on va parcourir l'arbre en profondeur et essayer de faire des choses. C'est important, ça permet d'accélérer vos refactoring. Okay, et ce qui est important, c'est que cette précondition, elle va être effective pour l'intégralité des filles de cette recette. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis au-dessus, parce que dans un POM, on n'utilise pas un type, et donc, je n'aurais pas modifié mon POM. Okay, donc, on accélère les choses, mais on met nos préconditions au bon endroit. Et ici, je vous montre un autre truc, change method target to static. Ici, là, ce que je suis en train de dire, c'est partout dans le code, si tu vas trouver des invocations de la méthode valueOf de bigDecimalUtils, ce n'est pas une regexp, c'est sémantique. Si on a fait import statique de la méthode, ça marche. Si on fait fully qualified name, point, je saute 15 lignes, valueOf, ça marche. C'est sémantique, c'est pas de la regexp. Okay, et ben, avant, tu utilisais la méthode valueOf et je m'en fous des paramètres sur bigDecimalUtils. Et ben, en fait, cette méthode, elle existe déjà sur Java bigdecimal, donc juste utilise-la. Okay,
La réalité de la recette déclarative qui permet de supprimer ma librairie toxique, elle est un peu plus complexe, mais vous l'aurez dans le dépôt, donc pour l'instant, on va dire que c'est bon, on a compris à quoi ça ressemble du YAML. Donc j'ai passé un petit peu de temps à forger mon YAML et à faire ma petite recette déclarative. Maintenant, j'aimerais que toutes les équipes puissent l'utiliser. Comment on fait ? On a dit que OpenRewrite, ça diffusait tout dans du jar. Pour l'exécuter, je mets mon fichier YAML que je vous ai montré, là, recipe.yml. Je le mets soit au root de mon projet, soit dans un folder meta1 freewrite. Vous ne mettez pas un A, c'est pas recipe.yaml, c'est YML. Enfin, en tout cas, la dernière fois que j'ai testé, ça ne marcherait pas. Donc, très mauvaise surprise. Vous ne faites pas voir. Et puis, pour l'exécuter, le Maven plugin, le nom de la dépendance, et ça fonctionne. Okay, et maintenant, pour le distribuer aux autres équipes, vous faites un module Maven, ou Gradle, je m'en fous, vous faites un jar, vous le mettez dans votre Artifactory, votre Nexus, voire dans le Maven central si vous pensez que c'est important pour le reste du monde. Et c'est bon, les gens ils peuvent l'utiliser, et voilà. Là, vous êtes au niveau Kirikou, ça commence à pas déconner. C'est pas mal, mais en fait, vous piaffez d'impatience parce que vous voulez voir du code, parce que c'est des refactoring as code. Alors, s'il te plaît, montre-nous du... Oui, d'accord, j'ai compris. Je vous montre du code. C'est parti. Alors, paf, je sais, c'est beaucoup trop petit. Je vais zoomer. Et pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de faire, avant de vous montrer le code des recettes, je vais vous montrer le test des recettes, parce que j'ai dit qu'elles devaient être testables. Alors, je vous montre celle-là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ok, cool. La première manière d'écrire des recettes avec du vrai code dans OpenRewrite, c'est de ne pas faire du vrai code, je suis désolé, c'est un running gag, c'est de faire du templating. Okay, ça utilise ErrorProne de Google. Et ici, en fait, j'ai une recette qui va avoir, qui va faire ce que je vous montre là. Okay, donc, je vais lui dire que je veux exécuter la recette qui s'appelle remove foobarutils isEmptyRecipes. Il y en a 2 dedans, on va voir pourquoi. Je veux utiliser la version du projet en cours d'exécution, je veux savoir ce qui se passe, et comme il va falloir que OpenRewrite comprenne le code pour pouvoir le transformer, je lui dis que dans mon code, je vais utiliser la dépendance Toxic Library. Et après, c'est un test JUnit, tout ce qu'il y a de plus classique. J'utilise la méthode rewrite run, qui va prendre pas mal de paramètres. Et en l'occurrence, je vais lui dire que je vais vouloir qu'il s'exécute sur du code Java, pardon. Ici, là, c'est un commentaire, un langage Java, ce qui fait que IntelliJ, il me fait la coloration syntaxique dans la chaîne de caractères. Et je lui dis, avant, j'avais ma classe Mickey the Sorcerer's Apprentice, avec une méthode abracadabra et une méthode Shazam, et des invocations de isEmpty de param, qui est une chaîne de caractères. Et là, j'ai une invocation de isEmpty d'une autre méthode, enfin c'est a priori la même ici là, mais lui qui prend des listes de chaînes de caractères. Je vous montre bien les deux parce que Java étant typé, en fait c'est pas la même méthode, isEmpty string et isEmpty liste de string, et donc comme nous on travaille sur du code et pas du texte, il va nous falloir 2 recettes. Okay, une pour les chaînes de caractères et une pour les listes. Je vous les montre. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas vraiment du code. Ici, on va trouver du templating. Okay, donc, j'ai une recette qui a 2 filles. Et chacune des filles, comment je les écris? On a vu. Ah, c'est pas la bonne. Hop, vous avez vu ce qui avait été compilé à partir du template. Yes, c'est ça. Ici, une recette avec du templating, elle a une ou n méthodes qu'on va annoter avec @beforeTemplate et qui sont tous les états initiaux possibles pour arriver au même état final. Donc les états initiaux before template, l'état final after template. Et là, je lui dis que si dans le code, tu trouves quelque part l'invocation de foobarutils isEmpty sur une chaîne de caractères, eh ben, je veux que tu le remplaces avec différent de nul ou value.isEmpty. Ok ? En vrai, c'est bon, on va se dire que dans le code, si on voit ça, on arrive à le lire et que faire une méthode, c'est un peu... Ok ? Mais donc, comme c'est typé, j'ai besoin d'en faire une pour les chaînes de caractères et une
pour les listes. Okay, et en fait, juste à partir de ce templating-là, lui, il va se débrouiller pour générer le code que je vous ai montré par erreur, mais qu'on ne va pas regarder, et qui fait le taf. Je ne l'exécute pas tout de suite, cette recette, parce qu'à la fin, on va tout exécuter d'un coup. Ça, c'est pas mal, le templating, mais en fait, c'est assez limité dans la portée de ce que vous pouvez faire en termes de manipulation de code. On est vite arrêté, en réalité. Je vous en montre une deuxième, qui est un peu plus complexe, et où on va commencer à avoir du vrai code. Encore une fois, vous m'arrêtez systématiquement. On n'a pas encore vu de visiteur pour l'instant, on est d'accord? Vous êtes encore tranquille sur vos bases. Deuxième exemple, Karaba. Elle est belle, Karaba. Avant, j'avais dans FooBarUtils une méthode stringFormatted qui prenait en premier paramètre une chaîne qui fait du string format, globalement, quoi, et qui prend ensuite comme autre paramètre à la suite à peu près tout et n'importe quoi. Et donc déjà, avec les templates d'avant, là, où on avait été obligé de typer, bon, on se rend compte qu'il y a un peu des... Voilà. Okay. Moi, je code pas avec ce genre de formatage. Et peut-être que s'il y a un gars dans mon équipe qui code avec ce genre de formatage, c'est pas mon pote, peut-être. Mais si je bosse pour les autres, ne préjugeons pas. Il y avait certainement une bonne raison de mettre une ligne après get. Bref, ne soyons pas destructeurs. Après, je veux récupérer la première chaîne de caractères qui était ici et là, et appeler la méthode formatted dessus, car oui, elle existe en Java. Et puis ensuite, je reprends tous les autres arguments qui étaient là, et je les remets en conservant le formatage. OK ? Donc un seul ligne ici. Là, vous avez remarqué que ce n'est pas juste une chaîne de caractères, c'est une expression. Donc je veux garder l'expression, je veux garder le seul ligne, tout ça. Incroyable. OK, on va regarder le code. Le display name, la description, les préconditions, je vous en avais déjà parlé. Et ensuite, à quoi ça ressemble un visiteur? Alors déjà, un visiteur, on va jamais les coder en entier. Parce qu'en fait, la classe Java Visitor, elle a une méthode de ce type-là pour chacun des éléments qu'on peut voir dans du code Java. Donc vous allez avoir un visit block open, visit classe déclaration, visit méthode déclaration, visit invocation, il y en a des millions. Donc vous regardez juste quel est l'élément qui vous intéresse dans du code Java, et c'est celui-là que vous allez traiter. En l'occurrence, clairement, moi, je veux modifier des invocations de méthode. Donc, je ne redéfinis que visit method invocation. Et en fait, je ne me pose pas la question de savoir comment il va parcourir l'arbre et à quel moment il va m'invoquer, c'est de l'inversion de contrôle. Juste, je lui dis, bah voilà, à ce moment-là, invoque-moi. Voilà. OK ? Quand on code, hyper important, la première chose qu'on va faire, c'est d'appeler super.visitMethodInvocation. En fait, on est en train de lui dire, ouais, moi je vais faire des choses, mais d'abord, fais ce que toi, tu sais faire à propos de la visite d'une invocation de méthode. Okay, c'est hyper important parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses quand on visite une invocation. Et ensuite, je vais commencer par me demander, est-ce que la méthode, en l'occurrence, c'est une méthode qui m'intéresse? Et pour ça, je vais avoir un méthode matcher. Ça ressemble vachement au matcher de Java et de regeexp, sauf que ça n'utilise pas une regeexp, mais cette espèce de pattern un peu bizarre qui dit n'importe quelle invocation de la méthode stringFormatted qui prend en premier paramètre une string, et le reste, c'est pas grave. Du moment que le premier, c'est une string, ça m'intéresse. Pareil, c'est sémantique, peu importe, les seules lignes, tout ça. OK ? Si ça ne m'intéresse pas, bon bah, arrêtons tout de suite. Par contre, si elle m'intéresse, bah, on va peut-être pouvoir supprimer l'import. Je veux dire, si plus personne n'utilise FooBarUtils, peut-être supprimons l'import. Mais maybe, laissons au framework le fait de savoir s'il y en a besoin ou pas. Ça, c'est, je récupère les arguments de mon invocation, ok ? Et je vais créer une nouvelle invocation de méthode. Pour créer une nouvelle invocation de méthode, comme écrire du LST, c'est hyper compliqué, en fait, je vais utiliser un template. Et donc ici, je vais lui dire, tu vas appeler sur n'importe quel argument qui est de type string la méthode formatted. Et ça va générer une invocation de méthode.
Donc c'est le bout de code qui est ici. On ne plonge pas, vous allez regarder plus précisément après ce qui se passe. Globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir ici que j'ai une méthode qui s'appelle getCursor, qui est en fait où est-ce que vous en êtes dans votre arbre. Comment est-ce que vous allez vouloir travailler? Est-ce que vous faites de l'insertion avant, après? Est-ce que vous remplacez ce genre de choses-là? Et puis là, le argument.getFirst, c'était la première chaîne de caractères de ma méthode. Et ensuite, ça c'est encore une fois du blabla, mais je dis tu prends tous les autres arguments de ma première invocation de méthode, et puis tu les colles en invocation de celle que je viens de créer. Ça fait beaucoup de fois le mot argument, mais si on revient à ce que je vous avais montré ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier argument, j'ai invoqué .formatIt dessus, et j'ai pris tous les autres sans me poser de questions, et je les ai collés en invocation. Donc ça correspond bien au test que je vous ai montré. Le dernier bout de code que je vous montre, celui-là, c'est celui où vraiment, pour moi, on commence à capter qu'il y a des choses un peu complexes qui sont faisables. J'ai une classe Maleficent, magnifique pour ceux qui aiment la VF, avec une méthode randomMagic qui a l'invocation d'une méthode timer.logStart et timer.logEnd, et au milieu, on dirait, comme si on était des enfants, on dirait qu'il y a un truc super long qui s'exécute. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est dire, en vrai, mon application, elle utilise Micrometer, il y a une annotation qui marche déjà et qui serait certainement beaucoup plus efficace que mon timer là. Donc j'aimerais que tu vires les invocations, que tu me gardes plus que le system out, et puis que tu me rajoutes une annotation. Donc là, il va falloir aller regarder ce qu'il y a dans le corps de la méthode, et en fonction de ce qu'il y a dans le corps de la méthode, aller modifier l'invocation de la méthode. Et du coup, moi, je vous ai montré pour l'instant un visiteur où il n'y avait qu'un hook. Et là, on voit qu'il y a besoin de 2 hooks. Ça va toujours être la même logique. Je check mes préconditions, bla, bla, bla. Je vais regarder les déclarations de la méthode. Première chose, je visite la méthode déclaration. Et en fait, quand on visite la déclaration de la méthode, on va aller regarder les paramètres, on va aller regarder l'ouverture de bloc, et on va visiter toute la méthode. Et à un moment donné ou à un autre, je vais tomber dans le fait que j'ai une méthode qui a été invoquée. Et donc là, je vais regarder, dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des invocations de ma méthode timer.logStart et ou timer.logEnd. Si jamais j'en ai trouvé une, je vais aller coller dans mon curseur. Je vous ai dit que c'était un peu là où vous en étiez dans votre arbre, mais en fait, c'est un peu plus puissant que ça. Je vais aller envoyer un message à la première déclaration de méthode qui encapsule mon invocation. Et je vais lui dire, au fait, j'ai trouvé le logStart, et il va falloir que tu rajoutes une annotation sur ma déclaration de méthode. Et je retourne nul, et si je retourne nul sur une invocation de méthode, ça veut dire que je supprime l'invocation de la méthode. Donc là, en même temps, j'ai supprimé logStart, logEnd, et en même temps, j'ai dit, il va falloir rajouter une annotation. Maintenant que j'ai fini de visiter ma méthode, je vais aller récupérer mon curseur, je vais dire, dis donc, est-ce que par hasard, on ne m'aurait pas demandé de rajouter l'annotation en question? Je vais aller vérifier que l'annotation n'était pas déjà sur la méthode. Si le mec, il avait mis... Je dis le mec. Ça peut être une fille qui fait le truc. Mais si la personne avait mis et un logStart et un @time, je me dis, OK, lui, il est chelou, je touche pas au code. Tu te débrouilleras, c'est bon. Par contre, si ce n'est pas le cas, première chose, on va peut-être devoir importer l'annotation. Peut-être, peut-être pas. Et puis, on va pouvoir rajouter l'annotation à la méthode et on garde l'ordre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le test, ma méthode, elle était deprecated, et donc je conserve le @deprecated, et puis après, je mets le @time. On va exécuter. Alors, normalement, ça doit péter à un moment donné ou un autre, vu qu'il y a des démos. Si ça pète pas, payez-moi une bière ce soir. Alors... Donc, comme d'habitude, il compile, il a vu que j'avais activé une dépendance, une recette, pardon, il l'écrit, voilà, il me dit que j'ai gagné 1h05, et puis que j'ai fait plein de trucs partout, blablabla. OK, ça, on a déjà vu.
Je vous montre quelques exemples pour vous montrer qu'il a déjà fait ce que j'ai fait. Soit dit en passant, j'en ai profité pour lui demander d'appliquer quelques pratiques que Sonar aime bien mettre en œuvre. Ici, on voit qu'il y a une suppression de foobarutils, et en effet, ici, j'avais un isempty, et le isempty a bien été transformé en différent de nul ou hotel.getName.isempty. Okay, donc je vous ai pas menti, il a bien fait ça. Je voulais pas montrer, mais j'ai aussi extrait des interfaces en passant, parce que ça m'amusait. Et ici, on voit qu'on a supprimé l'utilisation de timer, et ici, on voit qu'on a rajouté la notation @timed. Et si je descends, j'ai supprimé des constantes qui servaient à rien, j'ai rajouté la notation, et j'ai supprimé les invocations. Tada! C'est bon de supprimer, non? Et évidemment, dans le pomme, j'ai supprimé ce qu'il fallait. Okay, ça y est, vous savez jeter vos propres sorts. C'est très bien. Mais il y a quand même quelques points d'attention. Ne devenez pas des gros mages noirs. Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Si vous voulez juste renommer une méthode dans votre application distribuée à personne, faites un clic droit refacto. Ça marche trop bien. Okay, par contre, si vous avez 15 applications en prod qui utilisent tous le framework d'entreprise et pour lequel il va tous falloir faire ça, et que les mecs qui gèrent le framework d'entreprise, ils ont décidé de ne pas vous faire les recettes, là peut-être ça vaut le coup de s'y mettre. Okay, ça pique un peu au début, comme toujours, on n'a pas l'habitude de penser visiteur, mais en fait ça se fait très très bien et ça fait gagner beaucoup de temps. Okay, et même si vous passez 2 jours à écrire la recette et que vous en gagnez 2000 parce qu'il y a 1000 applications, c'est cool. Si vous faites de la composition de recettes très complexes, ça pourrait mal se passer, je vous préviens, puisqu'il y a des préconditions. Donc si vous avez une recette qui modifie votre source et que la précondition n'est plus atteinte, ça ne se passe pas bien. Si vous faites dans votre code du Java Preview de folie, il faut attendre que le LST soit en capacité de le comprendre. Mais là, Java 25, Java 26, vous êtes bon. Donc en vrai, si vous avez du code Java 26, Modern le comprendra. Et au pire, s'il ne le comprend pas, juste il ne va pas toucher à la classe. Il va dire ça, je ne sais pas lire, j'y touche pas. Merci. Là, c'est un lien. Pour avoir, s'il vous plaît, des feedbacks. Mais en fait, ça va vous amener sur une page où vous aurez les liens vers les feedbacks, les liens vers le dépôt, où il y a tout le code et où il y a d'autres recettes que je ne vous ai pas montrées. Et j'en discute avec plaisir parce que j'ai plein d'autres sources si vous en avez envie. Et voilà. Et on a le temps pour des questions ? On a 5 minutes maximum. Ouais, je veux pas jeter la faute sur quelqu'un, mais vous savez. Est-ce que quelqu'un a une question ? N'hésitez pas. Et je précise que si vous n'avez pas envie de poser les questions devant tout le monde, je peux comprendre. Et donc venez discuter. Ah, et j'ai des stickers de Modern parce qu'ils m'en ont envoyé plein. S'il vous plaît, prenez-les. Après, on peut prendre les questions sur Twitch si vous êtes moins à l'aise. Je vois pas de questions. Je t'écoute. Si. Ah. Attends, on va prendre le micro. Écrire, oups, c'est fort. Écrire des recettes là comme ça a l'air super simple quand tu le montres. Mais en vrai, c'est compliqué. On avait essayé, on en a fait quelques-unes. C'est un peu compliqué. Et on n'a pas trouvé beaucoup de docs pour comment on fait vraiment pour visiter une méthode et faire ce qu'on veut faire. Ouais, ok. Autopub, j'ai fait des très bons articles que tu trouveras sur mon blog qui montrent à peu près ça avec les progressions et avec des cas plus complexes, avec des envois de messages et tout ça. Avec typiquement l'extraction de l'interface, il y est, et là ça commence à être un peu plus velu parce qu'on génère du code, bref. Il y a ça. Il y a un peu de documentation, mais c'est vrai, c'est pas complètement dingue ce qu'il y a côté moderne. Par contre, ils sont sur Zulip, je crois, ou sur Slack, je sais plus. Et Zulip étant un concurrent de Slack. Et les gars sont hyper dispo. Et donc, tu leur dis, ben voilà, j'aimerais faire ça, j'ai écrit ça, je comprends pas. Et en fait, surtout Tim Tebek, qui est un des tech leads du truc, ils te répondent au quart de tour. Si ça marche pas comme tu voulais, potentiellement, ils font des issues et tout ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de docs. Tu te casses un peu les dents. Mais en fait, une fois que tu as compris le fonctionnement,
Je trouve que c'est pas si difficile que ça. On n'écrit pas tant de lignes de code pour arriver à un effet qui est quand même relativement important sur notre base de code. Mais ouais, ils sont hyper ouverts. Et en fait, ils kiffent qu'on utilise leur tool, forcément. Donc, ils sont très aidants. Et oui, et c'est open source, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai quand même lu beaucoup de leurs recettes à eux. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon. Merci beaucoup Jérôme, merci encore de l'applaudir s'il vous plaît.